Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Alors, M. Pascal Adeko, encore une fois, bonjour. Oui, mais c'est un plaisir de répondre toujours bonjour. Voilà. Comment se porte la CDP à votre formation politique? La CDP se porte très bien. Oui, et vous êtes sur le terrain tout le temps? Nous sommes sur le terrain, la permanence est de mise actuellement. Pas nécessairement pour l'esprit partisan, mais pour le combat citoyen, pour qu'un nouveau contrat social soit signé dans notre pays. Vous êtes un des responsables de la CDPA, mais votre supérieur hiérarchique, Madame Adjamagbo, vous faisiez partie de la délégation de la coalition qui a rencontré à Paris la semaine dernière le président guinéen Alpha Condé. D'abord, qui vous a financé? Qui a financé ce voyage? Je dirais quelle question, je suis surpris par cette question. Ouais. Mais ça mérite d'être posé. Bon, écoutez, c'est ce que quelqu'un a l'habitude d'appeler les togolaiseries. Mais disons qu'il se sursure par-ci et par-là que ce voyage aurait été financé par M. Faure Gnassingbé. Moi, d'abord, je suis très surpris. Je ne crois pas un mot de cela. Mais je dirais une chose. À supposer que ce soit vrai. Madame Adjamagbo Johnson, M. Jean-Pierre Fabre et M. Tipi Achadam sont allés à Paris pour faire du shopping. Non. C'est pour travailler pour un pays, la République togolaise. C'est pour et aller... Et si les finances du Togo payent leur voyage, ce serait un crime? Non, c'est surprenant. Non, il faut aller à l'essentiel. Même si ce n'est pas le cas, je puis vous assurer une chose. Ils sont allés pour travailler pour le Togo. Pour le dénouement de la crise. Oui, mais c'est très important. Et donc, si les finances du Togo venaient à payer ce voyage, moi, je ne vois pas où serait le crime. Encore que ce n'est même pas vrai. Ah, ce n'est même pas vrai. Oui, et même si c'était vrai. C'est pour ça que je dis que ce débat, pour moi, est un débat inutile. C'est ce qu'on appelle les togolaiseries. Mais je pense que on devine facilement ceux qui sont derrière ces supputations pour discréditer, etc. Mais comme on dirait, le ridicule ne tue pas au Togo. Et qu'est-ce que la délégation est allée dire au président Alpha Condé? Oh, il n'y a pas de secret par rapport à ça. C'est ce que veut le peuple togolais. Et qui, dans le monde entier aujourd'hui, ne connaît pas le désir du peuple togolais? Le peuple togolais veut le retour à la constitution que ce peuple s'est donné librement à travers un vote, le référendum. Ensuite, le peuple togolais veut que les institutions de notre République soient déverrouillées pour que ça devienne une des institutions de la République togolaise, c'est-à-dire du peuple togolais et non d'une minorité. On veut que, enfin, au Togo, on ait des élections propres, nettes, qui désignent celui qui a gagné pour diriger et ceux qui ont été vaincus pour continuer à travailler dans le pays jusqu'à ce que cela advienne. Donc je ne vois pas, il n'y a aucun secret. Et je pense qu'ils sont allés redire la même chose à ceux qui, par extraordinaire, ne l'auraient pas entendu. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc il n'y a pas eu un secret qui aura été débattu avec le président de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine travaille de concert avec d'autres chefs d'État de par le monde pour qu'un dialogue puisse s'instaurer entre les acteurs politiques. Et vous savez que pour obtenir un tel dialogue, compte tenu des positions tranchées que nous avons dans notre pays, il faut pratiquer ce qu'on appelle le rapprochement des positions. Il faut chercher les conditions pour que les gens puissent s'asseoir dans de très bonnes conditions pour faire un travail qui convient pour le peuple togolais. Et donc, je pense qu'il peut avoir fait le tour exploratoire de ces conditions pour que les gens puissent s'asseoir et discuter. Et je pense que nous avions dit notre position. Nous avons dit que pour discuter, on discute en homme libre. Les prisonniers ne discutent pas. Et que pour nous, il est important. Les prisonniers ne discutent pas. On discute en homme libre. Autrement dit, on ne peut pas être en prison et discuter. Et discuter. Ah, d'accord. On ne discute pas en état prisonnier. Seuls les hommes libres discutent. Donc si on veut discuter, il serait très bien que
ceux qui sont en prison soient libérés. Parce que parmi ces prisonniers, nous avons même des chefs de délégation à ce dialogue. On va transporter le débat dans la prison. Les gens parlent de Nelson Mandela. Nelson Mandela est exfiltré. Hein, et on lui a trouvé une villa pour commencer à discuter avec le pouvoir. Donc, qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. Pour nous, il y a une certitude. Seuls les hommes libres discutent. Et c'est des mesures d'apaisement préalables. Pour nous, c'est des mesures d'apaisement préalables. Et ce que je ne comprends pas, et je suis très furieux après tous ceux qui racontent ça, c'est qu'on dit que l'opposition pose des préalables. Mais non, ce n'est pas une question de préalable. Ou bien veut-on considérer ceux qui sont en prison comme des monnaies d'échange dans le dialogue? Voilà pourquoi on veut qu'on s'asseye pour discuter de ça. C'est un point du débat aussi. Alors, serait-il des otages du pouvoir à monnayer? Mais non, soyons sérieux. Ce pourquoi les gens sont dans la rue, ce n'est pas pour les prisonniers. Oui, les prisonniers ne sont que les conséquences de ceux qui sont dans les rues. On vous dit quand même que le gouvernement avait fait libérer 42 et donc le reste que vous demandez s'apparenterait donc à du chantage. Pourquoi? Si on a pu libérer 42 comme on le proclame, pourquoi on ne libérerait pas 50? Le chiffre 42, il tombe du ciel. C'est Dieu qui l'a décrété. C'est les hommes qui l'ont décidé. Alors, on libère tout le monde. C'est le minimum. Pourquoi ils sont en prison? Parce qu'ils ont exprimé leur volonté de vivre libre dans leur pays. C'est tout. Et si on libère tout le monde, et si on libère tout le monde, est-ce que cela n'encouragerait pas l'impunité que vous combattez aussi? C'est quoi l'impunité? Quel est leur on dit quand quel même, est leur crime? On leur reproche d'avoir fait incendier des choses. Non. C'est du cinéma. On se connaît dans ce pays. Les malheureux qu'on chope dans la rue, hein, mais des passants, des fois même des gens qui même sont hostiles à la marche, mais qui se retrouvent en prison parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça là les prisonniers dont vous parlez? Non, je pense qu'il faut rapidement libérer ces gens-là pour que le climat soit assaini. Et quand Togolais, on s'asseye pour discuter. Le mot dialogue a été tellement galvaudé que quand on le prononce, même les populations sont allergiques à ça. On parlerait de négociation pour un nouveau contrat social au Togo. Oui, mais ce dialogue qui s'annonce se veut un dialogue spécial. Où se trouve le caractère spécial? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a tellement eu. Mais les Togolais sont fatigués. Et si on doit s'asseoir quelque part pour discuter, c'est pour régler la crise togolaise une fois pour toutes. Oui. Voilà son caractère spécial. On ne va plus s'asseoir pour faire du dilatoire. On ne va plus s'asseoir pour donner du temps aux gens, hein, pour gagner, comme dirait l'autre, du temps. Non. Et ça doit être très clair. Nous sommes déterminés. Et le peuple togolais, vous le voyez dans leur regard. Cette détermination, je ne l'ai jamais vue. Et tous ceux qui sont dans leur tour d'ivoire et qui se laissent raconter des histoires par des champions de manipulation, qui ne savent pas la réalité du terrain, doivent comprendre que le peuple togolais est décidé. Et c'est visible dans leur regard. Qui sortent de leur tour d'ivoire et qui visitent le peuple togolais pour comprendre. Les gens ne veulent plus se faire rouler dans la farine. Donc, voilà pourquoi on parle d'un caractère spécial du dialogue. Ce sera le dialogue, le seul qui puisse conduire définitivement à la résolution de la crise. Et toute autre solution, toute autre manière de contourner comme par le passé ne passera pas. Ça, je puis vous l'assurer. Avez-vous déjà une idée sur les gens qui seront tout autour de la table pour le dialogue? Mais c'est les Togolais qui seront autour de la table. C'est les Togolais qui seront autour de la table. Sous les auspices d'un médiateur. Oui, c'est pour le moment, aujourd'hui, celui qui est consacré médiateur en chef, c'est le président ghanéen. Et nous pensons que il a toute la sagesse nécessaire et l'appui nécessaire pour dire la vérité à certains. Voilà. Mais on ne fera pas autre chose. Oui, du moins, vous inviterez la société civile, des personnalités dans le pays pour... Vous savez, ce dialogue va être préparé. Et quand on prépare le dialogue, il y a l'ordre du jour et les participants. Nous n'allons pas ici nous substituer à l'ensemble du peuple togolais pour décréter que c'est comme ça, comme ça. Laissons le temps au temps. On verra la configuration de ce dialogue. Mais autour de cette table, il faut qu'on ait les gens sérieux. Pas des gens qui viennent divertir. Pas des gens qui sont en service commandé.
comme aujourd'hui, la société savante du Togo s'est vendue. Et je suis outré par ce comportement-là. Et je pense que nous voulons autour de la table des gens décidés à libérer enfin l'avenir du Togo. Oui, mais malheureusement, les gens qui ne semblent pas faire la même lecture qu'une frange de Togolais aujourd'hui, on taxe cette personne de vendu, acheté, corrompu, etc., etc. Est-ce que vous ne risquez pas de tomber dans ce travers-là? Non, écoutez, Joachim, oui. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand on va à l'école et qu'on apprend la science, c'est pour faire exprimer la science. Mais la science, c'est pour servir, oui. et non être au service de la science. Et les besoins de ce Togo-là, même la société savante qui se trouve dans nos universités, connaissent les besoins de ce Togo. J'ai écouté la dernière fois un débat à la télévision. J'ai vite fait de tourner le bouton. Et quand on parlait de quelle constitution pour le pays? C'est incroyable. Des gens qui sont allés à l'école, qui ont les meilleurs diplômes du monde. On leur dit, on veut ramener la constitution de 1992. Les gens déclarent c'est impossible. C'est quoi? La constitution de 1992, ce n'est pas un test. Si c'est un test, comment on ne peut pas le ramener? Les mécanismes pour le ramener n'existent pas. Pourquoi? Les mêmes personnes qui disent qu'il n'y a pas de bonne constitution, c'est les mêmes personnes qui disent cette constitution-là n'est pas bonne. Il faut l'améliorer. Pour amener quoi? Ce qui va le rendre meilleur. Donc on se contredit parce qu'on veut à tout prix faire plaisir à quelqu'un au lieu de dire la vérité à cette personne. Entre la constitution de 1992 dans sa version originelle et ce qu'on nous a produit en 2002, lequel est meilleur? Il ne se prononce jamais. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Et le Togo ne mérite pas ça. Ils ont quand même dit, développé que la constitution de 92 avait des limites aussi et des insuffisances. Je ne dis pas non. Si eux ils disent que ça a des limites, oui. Entre le bien et le moins bien, on choisit le bien. Je leur demande, entre la constitution de 1992, dans sa version originelle, qu'ils trouvent mauvaise, et ce qu'on nous a produit en 2002, lequel est meilleur? Qui répond d'abord, non? Les Togolais disent une chose. Ils sont fatigués. Fatigués de cette manière de nous tourner en rond. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu dois savoir au moins d'où tu viens. D'où nous venons, c'est la constitution de 1992. Qu'on nous le donne, avec ses imperfections, nous le prenons et nous en ferons ce qu'il faut pour un nouveau contrat social dans ce pays. Donc, vous allez, quand vous ramènez ce test, et vous allez en débattre pour la rendre perfectible ou bien parfaite, pardon? Cette constitution, dès son instauration, a été étouffée. On ne l'a pas pratiquée. Personne ne l'a pratiquée de bonne foi. On ne connaît pas encore les limites de cette constitution. Il n'y a que des présomptions. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, M. Gnassingbé Eyadema, voulant à tout prix, en dépit de la volonté manifeste des Togolais que personne ne fasse plus de 10 ans, à charcuter cette constitution à son seul service. Et les intellectuels n'ont rien trouvé à dire. Et aujourd'hui, ils disent que ramener la constitution 1990 serait le nouveau crime que nous voulons commettre. Qu'on soit sérieux. Qu'on soit sérieux dans ce pays. C'est Gnassingbé Eyadema qui voulait garder le pouvoir indéfiniment. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à sa mort. C'est lui qui a traficoté cette constitution. Et on vous reproche aussi d'avoir boycotté l'élection de 2002. Qu'est-ce que ça veut dire boycotter? Oui. Monsieur Joachim, c'est vrai, c'est le passé. Parlons-en finalement de ce boycott dont vous parlez. Monsieur Joachim, vous croyez qu'un acteur politique refuse d'aller à une élection par plaisir? Une élection législative. Par plaisir? Si tout est fait pour que cette élection n'ait aucun sens. Mais c'est humain comme réaction. Qu'on ne vienne pas nous servir. Et que ceux qui ont poussé les autres à ne pas aller à ces élections, en créant les conditions, en désignant des juges, des choses comme ça, comme CENI pour faire cette élection-là, ceux-là qui avaient pour objectif de confisquer le pouvoir d'État, après l'avoir fait, nous reprochent de ne pas être allés aux élections et utilisent ça comme argument. Vous savez, ce n'est pas tout ce qui est légal qui est légitime. Et tout ce qui est légitime est supérieur à tout ce qui est légal. Ce qu'ils ont fait, ils savent. Ils savent.
Et je suis d'autant plus surpris qu'il y a des défenseurs de ce régime aujourd'hui qui étaient inaudibles en 2005. En 2005, quand on a eu l'image moyenâgeuse de militaires, de nos forces armées, qui sont venus nous présenter un monsieur pour dire, à partir de ce jour, c'est lui le président de votre pays. Ils étaient où? Ces institutions de droit, je ne sais pas quoi. Je suis outré par leur comportement. Et je le leur dis, ils sont mes maîtres, mais là, ils empruntent un chemin qui est dangereux. Et ce qui est plus grave, et que les Togolais ne perçoivent pas, c'est cette manière sibylline d'organiser notre société. Aujourd'hui, on jette le dévolu sur la presse togolaise. On est en train de vous endoctriner en vous rassemblant pour montrer que ce que les gens demandent n'a aucun sens. Pour que petit à petit, vous commenciez par nous servir ça à dose homéopathique pour que le Togolais puisse comprendre le contraire. Mais c'est un crime contre le peuple togolais, je le leur dis. Mais crime? Bien sûr. Mais quand même, les journalistes ont aussi besoin d'être renseignés, imprégnés. Quelle information on va vous donner? Allez vous rassembler pour vous dire que nous avons fait un colloque et le colloque dit que ce que les gens demandent, c'est farfelu. C'est ça, ce qu'on doit vous dire. Et ça se passe au Togo, personne ne dit rien, mais c'est ça même le danger qui menace notre pays. Cette manière d'embrigader l'opinion avec le concours actif de nos intellectuels, de nos savants, c'est ça qui est mon problème. Et ça, je ne l'accepte pas. Je le dis avec force. Et je regarde droit dans les yeux tous ces universitaires pour qui j'avais beaucoup de respect, qui sont en train de se fourvoyer. Le combat du peuple togolais, c'est un combat qui leur appartient aussi. Alors, monsieur Pascal Atoko, vous avez toujours dit retour à la Constitution de 1992, aussitôt celle-ci ramenée, les implications ou les conséquences qui en découleront doivent être de mise. Vous êtes toujours dans ce même schéma. Mais c'est normal, non? Quand vous avez une constitution, ce que la constitution demande, on l'applique. Vous voulez qu'on fasse autre chose? C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous disons, nous allons nous asseoir pour parler des conditions de son application, des implications que cela a. C'est aussi simple que ça. Les Togolais, le peuple togolais... Mais ça veut dire que vous êtes en train de vouloir dire que le président actuel serait frappé par cette constitution alors que la constitution de 92 n'était pas là en l'état avant son arrivée au pouvoir. Non, non, ça dit que cette manière de présenter les choses est biaisée. Biaisé comment, oui? Oui, non, attends. Monsieur Joachim, la Constitution de 1992, dans sa version originelle, existe avant la Constitution de 82, de 2002, qui est un charcutage de ce dernier. Quels sont ceux qui ont charcuté ça? Bien sûr, on dit le général Eyadema. Mais je veux vous dire que le président actuel était au Parlement, sous la coupole de M. Nachaba. Et c'est lui qui a été le premier victime d'ailleurs de cette manière de gouverner le pays. Il est resté à Cotonou. Lui, il a vite oublié. C'est ça. Et tout ça, c'est les intellectuels togolais. C'est de l'indignité tout court. Mais c'est son problème à lui. D'accord. Il a contribué, le chef de l'État actuel a contribué à la modification en tant que député à l'époque. Vous oubliez trop vite. Donc, il était à l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est un. Donc, il est partie prenante à cette modification. Mais la modification qu'ils ont faite, c'est quoi? C'est d'enlever, c'est démasculer cette constitution pour en faire un jouet au service de son père. Et préparant par ricochet de manière sibylline sa propre venue. Et ce qui fait que aujourd'hui, il est très facile de dire non, moi je suis venu trouver une constitution qui ne limite pas le mandat. Ça, c'est un argument que nous ne prenons pas. Mais deuxième élément, à supposer même qu'il est fondé dans ce qu'il a dit. Le chef de l'État a vite oublié qu'en 2005, pour légitimer son pouvoir, parce que les Togolais, dans leur gentillesse légendaire, ont estimé que malgré nos morts, nous sommes tous des Togolais, on va s'arranger. Et on s'est arrangé à travers un accord politique global. Cet accord politique global qui lui a donné la légitimité prévoit que l'on retourne à la limitation de mandat. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Comptez de 2006 jusqu'à ce jour, ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans. Est-ce que ça ne dépasse pas 10 ans?
Ça dépasse 10 ans. Donc, à votre entendement, en 2006, on devrait mettre ça limiter le mandat. Mais bien sûr, c'est ça que l'accord a dit. Mais, étant aux commandes du pays, il a tout fait pour que ça ne trouve pas sa matérialisation. Je suis très bien placé pour en parler. Le moins haïssable, mais je le dis. Parce que je vous dis que j'ai eu la chance de participer au moins à 2 CPDC. Oui. Le CPDC réaménagé dont on ne parle pas, les conclusions ont été claires. Et on lui a transmis cela. Il ne nous a jamais donné de réponse. La seule réponse qui nous est parvenue, c'est que le CPDC réaménagé est devenu CPDC rénové. Et au cours de cette CPDC aussi, la limitation de mandat a été actée. Mais il n'en a jamais donné suite. Et les conclusions remises au chef de l'État? Toujours. Et il fait tout. Il fait de la diversion. Une fois que vous lui remettez une conclusion, vous n'avez plus de réponse. Et puis quelques temps après, quand la pression augmente, et puis il crée autre chose. C'est pour ça que quand cette histoire de Ashkroun était née, nous autres, nous avons dit on ne bouge plus parce qu'on connaît. Je l'ai dit 1001 fois sur les antennes, que même chez nous ici, là, les Blancs, ils disent que c'est eux qui connaissent la science, mais l'Afrique aussi avait cette science. Les Africains aussi guérissaient les fous. Les fous, là, nos parents guérissaient ça. Et vous savez comment ils procèdent? À un moment donné, après avoir fait leur traitement, ils donnent un panier au fou d'aller à la rivière pour amener de l'eau. Si le fou va à la rivière avec le panier et revient, il n'est pas encore guéri. Le jour où il revient et où il vous dit, avec le panier, je ne peux pas puiser, il est guéri. C'est pour ça que nous autres, nous avons dit, on ne va pas au Ashkroun, parce qu'on nous a demandé d'aller puiser avec du panier, et aujourd'hui on a compris, on a guéri de notre folie, on ne va plus retourner dans cette salle, parce qu'on sait très bien que M. Faure Gnassingbé, quelles que soient les conclusions, ne l'appliquerait pas. Les gens ont crié qu'ils ont découvert le ciel. Mais on est où aujourd'hui? Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Oui, c'est de créer autre chose encore. Cette position, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait toutefois porter un peu de coup au dialogue qui s'annonce? Comment porter de coup au dialogue? On ramène la Constitution et les implications que cela entraîne. Mais c'est normal. En quoi ça porte problème? Moi, je ne comprends pas. Quand on pose des questions comme ça, c'est comme si nous-mêmes, nous posons des limites au peuple togolais. Le peuple togolais n'a pas le droit d'être libre. Mais M. Faure Gnassingbé, si c'est de lui que vous voulez parler, est un homme privilégié. Il est né avec une cuillère d'or dans la bouche. Il a eu la chance de diriger le Togo pendant 12 ans, alors que les Togolais, dans leur volonté unanime, c'est que plus personne ne les dirige plus de 10 ans. Non, il a tout eu. Il a tout eu. À sa place, je prendrai la décision qui convient. C'est de donner une chance à ce pays d'avancer pour que mon nom reste dans l'histoire. Et voilà. Et pour le faire, je dis, je vous ai compris, peuple togolais. Je prépare les élections, je me retire, et vous allez voir qui deviendra plus célèbre que peut-être même le président élu. Parce que après, quand on aura des difficultés, compte tenu de son expérience, on pourra aller le voir, monsieur le président. En tant qu'ancien président. En tant qu'ancien président, comme dans d'autres pays. Et compte tenu même de sa jeunesse. Mais la communauté internationale va avoir recours à lui pour jouer le rôle. Il y a une vie après la présidence. Ne pas être capable de comprendre ça, c'est ça qui est grave. Comment on peut être complètement bouché par rapport à ces choses-là? Il y a une vie après la présidence. Et voilà, les chefs d'État africains se bousculent à vos côtés pour vous aider à ce que ce dialogue ait lieu. Mais au même moment, vous appelez les populations dans les rues. Mercredi, jeudi et samedi. Pourquoi? Les chefs d'État se bousculent. Oui. Est-ce que le peuple togolais, ce qu'il veut, il a obtenu? Vous demandez quelque chose, vous ne l'avez pas obtenu, et vous voyez les gens déambuler dans la rue, et vous dites que ça vous suffit? Mais non! Est-ce qu'on a touché le cœur du problème? Aujourd'hui, si on a la Constitution 1992, les réformes telles que nous les voulons, cadre électoral, le déverrouillage des institutions, et avec tout ce qu'il y a comme implication, vous allez voir, le peuple togolais va célébrer. Et nous allons nous embrasser. Vous ne verrez même pas la différence entre un militant de l'opposition d'unir. Parce que ce que nous sommes en train de construire, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un nouveau contrat social. Un meilleur contrat pour tout le peuple togolais, sans exclusive. Et je veux être en mesure demain
d'embrasser mes frères, d'unir, parce que maintenant, nous avons un contrat de base qui est clair. Et c'est ce que tout le monde souhaite. Voilà, et le jeu politique va se déployer. En ce moment, chacun retourne dans son atelier de parti politique et va préparer ses marchandises et exposer au peuple togolais. Et celui qui va présenter les meilleures marchandises, on va le lui acheter. Oui, mais tout cela, est-ce que cela sous-entend qu'il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de, du lâcher de l'Est un tout petit peu? On ne peut plus, on n'a rien à lâcher. Nous, on n'a rien à lâcher. Mais il y aura des concessions. On est acculé. Le peuple togolais ne demande qu'une chose. Est-ce que dans l'intitulé de la Constitution de 1992, dans sa version originelle, on a dit qu'il y a une phrase qui est dirigée contre quelqu'un? Et alors? Donc ce que nous demandons est légitime. Et voilà, le chef de l'État était donc à Sokodé samedi, autrement dit avant-hier. Vous avez écouté ce qu'il a dit tout à l'heure dans le journal, mais je reviens tout de suite. Les propos tenus samedi par le chef de l'État, Lama Tessi, en direction de Sokodé, et ce qu'il avait dit à T-Média il y a quelques semaines. Quelle appréciation vous en faites au niveau de la coalition? Ce serait après la pause. Monsieur Pascal Ladoko de la CDPA, messieurs, dames, ce matin parlons bien sûr de la situation politique dans notre pays, le Togo. Oui, le chef de l'État était samedi à Bachang, ça c'est à 28 km sud-est de Sokodé. Il a profité de l'occasion pour revenir d'abord sur la situation qui prévaut à Sokodé. Vous l'avez écouté, appréciation? Bon, si la situation n'était pas grave, je dirais il vaut mieux en rire. Mais bon, c'est tellement sérieux que je suis obligé de parler. Non, d'abord, il faut saluer le fait que le chef de l'État ait trouvé une nouvelle vocation. C'est vrai qu'il est réputé, pigeon voyageur. J'ai toujours dénoncé le fait qu'il était entre deux avions en 3 jours, mais pas pour le Togo, mais à l'extérieur. S'il découvre maintenant qu'il faut qu'il visite les Togolais, hein, ceux qu'il est censé, ceux-là qu'il est censé diriger, c'est d'abord une bonne chose. Vaut mieux tard que jamais. Encore que je suis persuadé que c'est trop tard pour lui. Ceci étant, par rapport au contenu du message, vous savez, on nous a dit que les armes circulent à Sokodé et que pour ça, on ne peut pas manifester. Donc, on ne peut pas avoir bain de foule. Mais le chef de l'État, lui, visiblement, à en croire les vidéos que nous avons observées, a pu s'octroyer des bains de foule. Aussi bien à Bachang dont vous parlez et visiblement à Sokodé aussi. Bon, ça veut dire que lui, il est prémuni contre les effets nocifs des armes. Hein. On dirait en Centrafrique, il est dans le clan des anti-Balaka, c'est-à-dire anti-Balaka, c'est ça. Les gens, quand on prononce anti-Balaka, les gens croient que c'est un nom. C'est un nom qui veut dire, le gars, il est prémuni contre les balles de AK. C'est ce que ça veut dire, ce nom-là. Donc, lui, il est un anti-Balaka. C'était déjà très bon. Bon, maintenant, il a pu visiter le Sokodé. Il a promis de normaliser la situation. Je suis heureux également de l'apprendre. Et il a promis, mais il a dit que ce serait l'œuvre de tout le monde. Oui, mais le problème, c'est que s'il dit la situation va s'améliorer ou se normaliser, c'est comme l'a dit son père en son temps. Il a la clé. Il a la clé. Parce que l'insécurité... Oui, bien sûr. Il est ministre de la Défense du Togo. Et ceux qui sèment la terreur aujourd'hui, c'est des militaires, des bérets rouges, donc des forces spéciales, qui travaillent sous sa dictée. Et donc, ces gens-là, quand on dit les militaires, tout ça là, nous on ne les accuse que gratuitement. Le donneur d'ordre, c'est le chef de l'État. Donc si aujourd'hui, il décide de desserrer le taux en ramenant les bérets rouges dans leur caserne, eh la situation va se normaliser. Et nous le souhaitons très rapidement parce que nous l'avons dit haut et fort que nous n'acceptons pas que Sokodé, en tout cas Tchaoudjon, Bafilo et Mango soient sous état de siège.
je ne peux pas être dans le même pays avec des gens et que moi, je peux me lever à Lomé, manifester si je le veux, et que mes concitoyens de ces régions-là ne puissent pas le faire. Je considère ça comme de l'apartheid, un développement séparé, et je ne l'accepte pas. Ils disent quand même, ils motivent cela que voilà, il y a eu de graves violences dans ces localités, c'est pourquoi... Grave violence provoquée par qui? Entre-temps, on l'avait dit que ceux qui sont les organisateurs des manifestations. Mais non, les violences dont on parle, M. Joachim, mais ce n'est que avant-hier, non? C'était récent. Le lundi, quand il y a eu violence à Sokolé, est-ce que l'opposition avait convoqué une manifestation le lundi? Quel lundi? Le lundi où l'imam a été arrêté. Le 16 octobre. Voilà. On dit qu'il y a eu violence à Sokolé à la suite de l'arrestation de l'imam de Sokolé. Et après, il y a eu beaucoup d'immeubles. Et après on dit que c'est l'opposition. Est-ce que l'opposition, le lundi à 18 h de cette date-là, l'opposition a convoqué une manifestation? Quand nous on était à Lomé ici, alors même que le président Alpha Condé devrait affréter un avion pour qu'une délégation puisse se rendre à Conakry pour entamer les discussions. Est-ce que nous on savait? Est-ce qu'on était dans le secret des dieux? Est-ce que M. Fogna Singbe ou les forces armées togolaises ou la justice togolaise nous a mis dans le secret des dieux que ce jour-là, eux ils vont arrêter l'imam? Ils ont prémédité l'arrestation de l'imam, ils ont coupé le courant, ils l'ont fait. Après, la confusion était générale. Et après, on fait le bilan et on nous l'attribue. Est-ce que c'est sérieux? Non, il ne faut pas qu'on prenne les gens pour des idiots. Donc, c'est des bilans qu'on vous attribue. Oui, mais c'est ce que le chef de l'État semble dire. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, il faut le concours de chacun, alors que c'est toi-même qui a provoqué la violence. Oui, mais aujourd'hui, il dit quand même que le temps n'est plus de dire tel ou tel a été à la base de tout ce qui a eu lieu. Je suis heureux qu'ils le disent également. Je crois que hier là, ou avant-hier est un jour heureux pour le Togo. Parce qu'il y a quelques jours, ce n'est pas le même langage qu'il a tenu à Témédia. Donc si aujourd'hui, il s'amende et il considère qu'il est le chef de l'État du Togo, c'est-à-dire le président de tous les Togolais, et qu'il a le devoir de protéger tous les Togolais, ben je suis heureux. Parce qu'enfin, il se rend compte que ce n'est pas une question de dire c'est X ou Y qui a fait, mais comment faire pour que la paix revienne. Ouais. Et pour que la paix revienne, si lui n'a pas la solution, moi j'ai la solution à lui proposer. Et quelle est la solution? Qu'il ramène notre troupe d'élite, de notre armée, les bérets rouges, dans leur caserne. Ce sont des Togolais. C'est des Togolais, c'est mes frères. Il y a certainement un de mes frères, un cousin, qui est également là-bas. Donc, il suffit qu'on leur donne. Eux, ils obéissent à des ordres. Si on leur dit aujourd'hui, vous retournez dans les casernes, ils retourneront dans les casernes à Kara. Et puis c'est terminé. La vie va reprendre normalement à Sokolé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas autre chose. Le reste, c'est du cinéma. Une manière d'embrigader le peuple pour l'asservir, pour continuer à croire que avec ça, nous, on est là, on va diriger. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand je vois la posture du chef de l'État, c'est comme s'il n'a jamais imaginé un seul instant qu'un jour, lui pourra quitter le pouvoir. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. Pourquoi dites-vous cela? Mais la manière dont il parle. Et la manière dont il parle. Il dit, bon, moi je vais signer le décret de ma mère. Et vous parlez donc de la fête de la chefferie à la Matissi. Tout le monde sait que le décret du président aujourd'hui, c'est lui qui a la possibilité de le signer. Oui. Sauf qu'il on a conféré le pouvoir de le faire. Oui, il s'est octroyé ce pouvoir-là, parce qu'il vole les élections. Et, vous êtes sûr? Oui, je sais de quoi je parle. Alors, donc, non, je termine. Donc, c'est lui, tout le monde sait qu'au Togo, c'est lui qui a la possibilité de dire, en tant que chef d'État, je signe un décret. Encore que je trouve que souvent, il en fait une mauvaise utilisation. Mais ceci étant, le problème de chefferie dont il parle, lui-même il a défini des étapes. Je lui demande de bien écouter. De bien écouter et, il a dit de les signer. Ils sont donc à l'écoute. Oui, comme lui-même. Mais on ne doit pas lui faire pression, en tout cas, de lui mettre pression. C'est ce que je dis. L'intérêt, c'est pour ça que je dis hier est un jour heureux, ou samedi, je ne sais pas. Il a posé les étapes, il dit j'écoute. Oui. Je suppose que jusqu'à présent, il n'a jamais écouté son peuple. Il va l'écouter dorénavant. Il a également dit
qui s'efforcera de servir l'intérêt général. Oui. Chiche, on est d'accord. Qui l'écoute et qui serve l'intérêt général. Autre chose, avec encore son décret, dont personne n'a la possibilité de forcer la main, ce qui est normal, eh bien, ce serait encore une perte pour notre pays. Donc, à votre entendement, pour désamorcer cette bombe à retardement en matière de chefferie traditionnelle dans le pays, il revient au chef de l'État, tel qu'il l'a dit, de pouvoir tout faire et sauver les meubles. Vous savez, la chefferie traditionnelle pose un problème au Togo. Je ne sais pas si c'est le lieu de faire ce débat-là. Normalement, les chefs sont désignés de manière coutumière. D'accord? Le principe, c'est que quand je suis dans mon village et que vous venez chez moi, c'est moi qui suis le chef. C'est-à-dire, c'est moi, le terroir là. C'est moi qui suis le chef et vous êtes chez moi. Et quand on travaille, quand il y a un problème, vous l'amenez et je règle. Ça ne veut pas dire que je vous considère comme un étranger et que je peux vous brimer, etc. Non, non, non. Nous sommes tous des Togolais. Et ça, tous les Togolais l'ont prouvé suffisamment. Même si vous n'êtes pas un Togolais, vous venez d'ailleurs, les Togolais vous reçoivent bien. Mais ne jamais mélanger le genre. Respecter la culture de chaque milieu. Il ne faut pas que Pascal Adoko, sous prétexte d'avoir la couverture de X ou Y, aille s'ériger chef du village de Chichao. Ça aussi, ce n'est pas une bonne chose. Les coutumes de Chichao, je ne suis pas kabien, malheureusement, j'aurais bien aimé l'être, mais ma maman ne m'a pas fait dans un milieu kabien, donc je ne suis pas kabien, je ne vais pas aller prendre la place des kabiens à Chichao. Et il faut que les kabiens comprennent également qu'ils ne peuvent pas venir prendre la place de Pascal Adoko à Haré, chez moi. C'est de ça qu'il s'agit. Si ces principes sont clairement posés, devant respecter, on n'aura même pas de problème dans ce pays. Pourquoi on devrait en avoir? Puisque nous sommes au Togo, nous nous embrassons en frères. Oui. Moi, à Haré là-bas, mes meilleurs amis, ils sont kabiens, ils sont loso, et ils sont en train de cultiver, et ils aident dans l'évolution. Ils vivent en harmonie avec nous. Quand nous allons même organiser nos fêtes, mais ils sont invités. Eux aussi, ils apportent leur culture, ils dansent, et tout cela est beau. Moi, d'ailleurs, c'est quand je danse Kamou avec eux que je suis le plus heureux. Mais c'est comme ça, le Togo. Le Togo est un pays merveilleux. Mais nous n'avons pas eu... Et indivisible. Et oui, mais nous avons le malheur de rencontrer des gens qui, parce qu'ils veulent à tout prix être au pouvoir, font tout pour diviser ce peuple si beau et si gentil. Amen. Les uns les autres attendent vivement le dialogue pour que tout cela soit rapidement résolu afin que solution pérenne soit trouvée à la crise togolaise. Nous allons maintenant prendre ou recevoir les auditeurs sur le 22 21 80 99 pour des questions. Allô? Oui, bonjour monsieur. Salut, c'est notre ami. Cordial, nous vous écoutons. terrain et les étrangers sont venus là-bas. C'est plus les personnes. Et puis, on ne peut pas, pour avoir on va encore appeler quelqu'un qui a battu ce terrain venir s'installer là-bas. D'accord. C'est la question. Merci. C'est bien noté pour vous. On va prendre M. Gado. Bonjour. Oui. Bonjour. De notre constitution. Qui devait remplacer et il y a des mandats valables qui ont la joué ainsi. Bon, d'autre part, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'opposition doit jouer envoyer la partie au trésor public pour ses déplacements, il se trouve à Paris parce qu'il veut regarder Paris. Voilà. Donc, s'il a des journalistes de qualité qui ne travaillent pas avec la... Non, monsieur Gado, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y et posez clairement votre question sans pour autant s'en prendre aux journalistes. Parce que c'est un débat dans le pays. Il voit le noir ici, le rouge. Bon, maintenant, il faut que l'opposition envoie les partis au trésor public. Ce n'est pas au trésor de l'UNI ni de FPT, mais au trésor public, parce que c'est parti là pour le Togo. Tout le monde, même à Kakoto, n'a son déplacement, tout ça là, c'est avec le trésor public. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Bonjour. Ah oui, bien noté. C'est Eric, bonjour. Bonjour.
Oui. Vous êtes en direct, Eric. D'accord. Et on va prendre le dernier intervenant pour boucler la réception des coups de fil. Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, Kwame. Oui, monsieur Pascal. Bonjour, monsieur. Je suis en train d'étudier certaines choses. Je ne sais pas si l'opposition aussi le voit de cet œil-là. Il y a eu un certain moment, le président même de la République a pris son bâton de pèlerin, a commencé par sillonner le pays. Et pour moi, ça devait se faire au début de son mandat social qu'il a promis. Maintenant, il le fait en temps de crise. N'est-ce pas comme une mobilisation qui ne dit pas pour le référendum qu'il est en train de faire, de préparer les idées ou bien un AP au moment où le dialogue ne marchait pas, et au même moment, l'opposition est en train de dormir et reste à Lomé pour canaliser ces mouvements. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? D'accord. Bien noté, cher ami. Et nous allons maintenant revenir ensuite avec notre invité, M. Pascal Adeko. Le dernier auditeur lui dit, le chef de l'État, c'est bien qu'il sillonne le pays pour aller au contact des populations dans le Togo profond, mais pour lui, il aurait pu commencer cela dès l'entame de son 3e mandat, mais il le fait maintenant en temps de crise. Est-ce que ce n'est pas qu'il est il serait en train de préparer un plan B pour aller peut-être au référendum? Pendant que vous êtes ici à Coquigny-à-Lomé. Il y a deux éléments. Hein. Le premier élément, c'est le fait que maintenant il se découvre une nouvelle vocation de parcourir le Togo. C'est une bonne chose, même si c'est un peu tard pour moi. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas en train d'utiliser ça sous forme de pré-campagne? Oui, visiblement, c'est ce qu'il veut faire. Il fait les yeux tours aux populations. Mais dire que nous sommes agglutinés à Lomé pour nous battre, non. Le travail que nous faisons est important. Le reste, ce serait du saupoudrage. Ça fait 27 ans que ce combat a commencé. Les processus électoraux nous ont toujours entraînés dans l'impasse. Donc nous ne pouvons plus donner la priorité aux processus électoraux par rapport au nouveau contrat social. Même M. Christian Trimont a discuté les 5 mois. Si le dialogue échoue, rapidement nous irons au référendum. Non, laissons M. Christian Trimont continuer à rêver. Il rêve parce que il n'a qu'une faible image de ce que c'est qu'une population en colère. D'accord. Alors, quand vous parlez de retour à la Constitution de 92, Eric trouve que c'est bien, mais réellement, ce qui manifeste, est-ce le peuple ou bien une partie du peuple? Non. Vous savez, dans une société, il y a des gens qui sont actifs et d'autres qui ne sont pas actifs. Mais ils ne pensent pas la chose, ils pensent aussi la même chose des fois. Aujourd'hui, le quota qui est dans la rue montre à suffisance que c'est une très grande partie du peuple qui est dehors. Ce qu'il veut dire que, est-ce que c'est tout le peuple? Non, ça ne peut pas être le peuple à 100%. Mais ce qui reste, dans ce qui reste, il y a une bonne majorité également qui est d'accord. Mais du fait de la violence qu'on exerce sur les gens préfèrent rester chez eux. Troisième chose, il y a aussi une portion du peuple qui, dans le contexte de notre question, de notre pays, malheureusement, pour des raisons qui ne sont pas idéologiques, mais qui sont des raisons de confort personnel, soutiennent également le pouvoir. Oui, mais le parti au pouvoir, voilà, c'est militant aussi. Là, c'est militant. Et ces militants, le parti au pouvoir a tenté l'épreuve de force de la mobilisation. Mal lui en a pris. Parce que très rapidement, il a compris qu'il n'avait pas de soutien. Et il a dû abandonner. Et il se cantonne donc dans des petites réunions à Dewey là-bas. Et entre-temps, ils ont estimé que ça aussi, ça ne portait pas ce fruit. Eh bien, ils ont mis des miliciens dans la rue pour terroriser la population. Mal également leur a pris.
Et voilà, dans cette situation, le chef de l'État est obligé maintenant de voyager avec son hélicoptère, de voltiger de village en village pour voir s'il peut encore raccoler certaines personnes. Ah donc, bon. le vrai peuple, c'est de ça que nous parlons. Non, non, c'est la réalité. Et maintenant, l'opposition doit-il finalement envoyer ses factures de déplacement dans le cadre de cette crise, de la résolution de cette crise au Trésor public? Je l'ai dit d'entrée de jeu. Oui. Madame Adjamagbo Johnson, Monsieur Jean-Pierre Fabre et Monsieur Tikpi Achadam ne sont pas partis à Paris pour faire du shopping. Voilà. Et ils sont partis à Paris pour travailler pour le Togo. Et si la facture de leur voyage est payée par l'État togolais, ce n'est que justice. Donc, n'épiloguons pas sur ces questions-là. De toute façon, c'est l'Union africaine qui vous avait invité. En tout cas, qui vous a invité, certainement que c'est l'Union africaine. Oui, mais moi, je ne vois pas où est le problème dans tout ça. Si c'est la CEDEAO, le président ghanéen, cette question est ridicule. Alors, les gens vite oublier. Supposons que les autochtones ont vendu tous leurs espaces terriens. Et maintenant, il ne reste que quelques individus, quelques têtes, pardon. Doit-on encore appeler cette petite minorité qui a vendu totalement leur domaine et leur dire venez et régnez sur nous ou être des chefs? Vendre son terrain, c'est une forme d'hospitalité. Hein? Nous qui sommes à Lomé ici, nous avons tous acheté des terrains chez les gens de Bain, d'Aflaou et d'Agoy. Voilà. Et je vous dirais que ceux qui sont à Lomé sont plus nombreux. Ceux qui sont venus acheter, oui, mais ils sont des millions par rapport peut-être à 50 ou 100 000 de toutes ces populations autochtones. Mais est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un parmi nous dire qu'il veut aller régner à Bain ou à Flaou-Gakli? La terre, c'est culturel. Hein? Te céder la terre pour que tu construises ta maison ou tu fasses ton champ ne fait pas de toi le gardien des us et coutumes du milieu. Vous pouvez à la limite avoir un responsable de votre communauté pour régler les petits problèmes. Disons un chef de quartier. Voilà, mais la dimension cantonale, pour moi en tout cas, je ne suis pas là pour faire le procès de cette affaire, mais pour moi, je pense que c'est la meilleure façon d'aborder la question. Sinon, on aura très vite fait de demander à tous ces chefs de bain, tout ça là, de dégager parce qu'ils sont minoritaires. Et est-ce qu'on peut vivre dans ça? Monsieur Pascal Adoko, nous sommes à la fin de l'émission, mais est-ce que la sérénité, la cohésion, elle est de mise au sein du groupe? Ah, ça, vous pouvez être sûr. Je sais que les gens font tout ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent pour nous diviser. Mais nous sommes là, comme un bloc indissoluble, un bloc qui avance et qui va apporter la liberté au peuple togolais, très rapidement. Merci donc, monsieur Pascal Adoko, d'être venu chez nous ce matin. Mais c'est le plaisir pour moi. Voilà. Et je dis merci aux auditeurs et dis au peuple togolais que le mercredi, le jeudi, voilà. Et donc eux-mêmes à l'heure de faire le choix s'ils doivent venir ou pas. Merci beaucoup, monsieur Pascal Adoko, d'être venu chez nous. Nous l'avons dans la rue. Voilà. Merci. Et donc ce que nous allons devoir dire, si tout va bien, les officiels aussi, disons, parti gouvernemental également, sera dans nos studios dans les heures qui viennent afin que vous puissiez être également imprégnés de ce qui est la position du gouvernement. Merci à tous de nous avoir suivis et reçus chez vous. Salut donc à tous ceux-là qui ont appelé, ceux qui ont tenté en vain mais qui n'ont pas. Alors nous allons devoir vous dire, Jacob Aran vous donne rendez-vous tout de suite sur le coup de 9h pour le journal à Névé. À 13h nous serons là tout comme à 18h. Salut également à tous nos confrères de la Gazette du Togo.com. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.